Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, on se retrouve avec un épisode de la plus haute importance puisque c'est une question qui revient très souvent quand il est question d'affirmation de soi, quand il est question de poser ses limites. C'est la question de comment est-ce qu'on fait pour poser des limites, comment est-ce qu'on fait pour dire non sans culpabiliser. Et sans avoir besoin de se justifier pendant 45 heures, j'ai même envie de dire 45 jours qui suivent ce posage de limites et ce non. Alors c'est un sujet qui est vraiment très important parce que évidemment c'est une question qui revient tout le temps et qui va particulièrement résonner. Alors pour toutes celles et ceux je pense qui écoutent cet épisode, hein, puisque a priori si tu l'écoutes c'est que soit à titre personnel ça t'intéresse, soit éventuellement ça t'intéresse pour les personnes que tu accompagnes, puisqu'il y a beaucoup de pros de l'accompagnement ici. Mais ça va particulièrement, je pense, vous intéresser si vous êtes sociabilisé en tant que femme, puisqu'on s'en reparlera pendant l'épisode. Il y a évidemment aussi des thématiques sociologiques là-dedans, on pourra pas passer à côté, et les fameuses positions de sauveur, de sauveuse parmi vous, puisque la culpabilité, c'est vraiment, j'allais dire un aspect inhérent, mais c'est plus qu'un aspect inhérent, c'est vraiment une pierre angulaire en fait de la position du sauveur, mais on en parlera pendant l'épisode. Donc tout ça pour dire que c'est une question qui revient souvent, et c'est un sujet qui est à la fois simple, à la fois complexe. À la fois simple parce que tu vas le voir pendant l'épisode, comment dirais-je, y a pas 45 000 choses à faire de différentes, si je pourrais dire ça comme ça, et à la fois c'est complexe parce que c'est pas monofactoriel. C'est jamais monofactoriel, hein, ça c'est un biais cognitif, de toute façon de la cause unique, de dire que il se passe quelque chose et c'est une cause qui explique ça, c'est un élément qui explique ça, mais bien entendu ce n'est pas monofactoriel. Bon, donc en tout cas, en préambule, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le fait de dire non, de pouvoir poser une limite, de pouvoir dire non sans culpabiliser et ou sans se justifier pendant 8 plombes, ou sans se justifier tout court d'ailleurs, pardon, c'est pas un simple acte de communication, c'est que c'est vraiment, ça va redéfinir en fait tes relations, ça va redéfinir les dynamiques relationnelles dans lesquelles tu te trouves, et ça va rééquilibrer, en tout cas, tout du moins, ça va modifier le système dans lequel tu poses ce nom, tu poses cette limite, puisqu'encore une fois, j'imagine que si tu viens écouter cet épisode, c'est que c'est pas une habitude dans ce système, sinon, a priori, tu te poserais pas la question, ou c'est pas une habitude dans le système de ton ou ta bénéficiaire si tu viens écouter ça en tant que pro de l'accompagnement. Donc, on va se parler de tout ça, et donc, le premier point dont il faut qu'on se parle, j'ai commencé très très rapidement là à l'évoquer, c'est la fameuse notion de système. Comme d'habitude, hein, ici, je vous parle souvent quasi tout le temps de systémique d'une manière ou d'une autre, et donc sur ce sujet ça va pas échapper à la règle. C'est pour comprendre ce sujet-là, il faut qu'on revienne 2 secondes sur la notion de système relationnel, et donc de concevoir que ce nom qui est posé et qui génère chez toi de la culpabilité et ou un besoin de surjustification, ce nom c'est une régulation dans le système. C'est pas comment dirais-je, il faut pas avoir une lecture, comme d'habitude, hein, je le dis tout le temps, mais il faut pas avoir une lecture trop individualisante ou uniquement individuelle de la difficulté. Donc là, s'il y a une difficulté à dire non, c'est pas juste parce que toi, tu sais pas dire non, parce que toi, tu sais pas poser tes limites, parce que toi, tu manques d'affirmation, parce que toi. Oui, il y a de ça, mais c'est parce que il y aurait que ça, probablement que tous les trucs que tu as lus, les podcasts que tu as écoutés, les réflexions que tu as menées, les accompagnements, etc., entre guillemets, auraient suffi. Si c'est si difficile, c'est pas uniquement de ton fait, c'est aussi difficile parce que le système dans lequel ce nom est difficile à poser, ton système couple, ton système famille, ton système travail, ou tout ça d'ailleurs, etc., etc., ce système, il y a des règles implicites et des règles explicites qui le gouvernent. Et donc, il y a une règle explicite ou implicite qui dit que tu ne peux pas dire non. Grosso modo, c'est beaucoup plus fin que ça, mais en gros c'est ça, qui fait que du coup c'est pas juste parce que toi toute seule ou tout seul tu manques d'affirmation, ou tu culpabilises trop, ou tu sais pas dire non, ou que sais-je, c'est pas qu'un aspect individuel, c'est parce que le système ne le permet pas, en tout cas pas sans conséquence, tout du moins, et donc il y a de conséquences à ce non. En fait, c'est vraiment cette idée que c'est la question de la dette, hein, pour celles et ceux qui voient où je veux en venir, c'est que dans le système dans lequel tu es, si c'est difficile de poser une limite, si c'est difficile de dire non, c'est qu'il y a une dette à ça. C'est-à-dire, si tu dis non, si tu poses une limite, si tu refuses le truc X ou Y, alors il va se passer quelque chose. Alors il va y avoir un conflit. Alors il va y avoir des représailles. Alors il va y avoir des critiques. Alors il va y avoir de la distance. Alors il va y avoir une séparation. Bon, il pourrait se passer plein de choses, hein. Mais tout ce qui se passe après alors, c'est une forme de dette. C'est-à-dire, si tu dis non, si tu poses une limite, tu t'endettes auprès du système
Et tu devras le payer. C'est pour ça que tu as de la culpabilité et ou que tu as besoin de te justifier pendant une plombe pour essayer de donner des arguments au système ou à la personne qui est en face et qui fait partie de ce système pour, comment dirais-je, lui donner les causes et conditions qu'elle n'applique pas cette dette, en fait, qu'elle ne te fasse pas payer, tout simplement, hein, au sens littéral comme au sens figuré, le nom, la limite que tu viens de poser. Donc, tout ça pour dire que si ce nom, il est difficile, c'est qu'il faut bien comprendre que chaque relation que tu as, du coup, fait partie d'un système. Okay, c'est ce qu'on vient de se dire avant. Et une relation, c'est pas simplement un échange d'individu à individu. Il faut le voir vraiment comme un système dynamique, il faut le voir en termes de circularité, en termes de causalité, de rétro-causalité, c'est-à-dire que les comportements des uns des autres influencent les comportements des uns des autres. C'est pas juste toi avec la personne à laquelle tu dis non, c'est qu'il y a d'autres personnes, d'une manière ou d'une autre, qui sont impliquées. Tu vois, si par exemple, je dis n'importe quoi, mais si le non en question, tu dois poser cette limite auprès de ton conjoint, ta conjointe, ou je vais prendre cet exemple-là d'abord. C'est le système couple. Mais en fait, c'est pas juste vous deux. C'est que ce nom, potentiellement, il implique ta famille ou ta belle famille, parce que tu veux pas aller au repas dans la belle famille dimanche. Allez, on va prendre cet exemple-là au hasard. Bon, tu veux pas aller dans le repas dimanche, ok? Parce que ras-le-bol, t'en as marre, t'es fatigué, ça fait une plombe que t'as pas eu de week-end ou de dimanche tranquille chez toi, tu as envie de rester chez toi. Donc en fait, tu vois bien que c'est pas juste un nom de toi à ton conjoint ou ta conjointe. C'est un nom à lui ou à elle, et puis c'est un nom à la belle famille. Et donc, et pourquoi pas même à ta propre famille qui peut-être voit d'un mauvais œil et qui va te faire culpabiliser en te disant ouais quand même t'exagères, t'es pas gentil, t'es pas poli, t'es pas cool ou je sais pas quoi ce qui pourrait sortir, tu vois. Et donc évidemment c'est pas juste une personne à une autre, c'est tout le système qui est impliqué dans ce nom ou cette limite fictive. Alors j'ai pris cet exemple-là, mais ça pourrait marcher bien entendu avec un client. Tu vois, par exemple, avec un prospect ou un client que tu as déjà, avec lequel ça te convient pas de travailler ou ça ne te convient plus de travailler. Admettons, ok? Mais poser cette limite, dire non à ce prospect ou à ce client, ça implique d'autres choses. Parce que, justement, tu as peut-être un système familial, un système couple, etc., qui attendent l'argent de ce contrat. Tu vois, par exemple. Donc, encore une fois, le non, la limite, c'est pas juste un individu à un autre individu, c'est tous les individus du système, voire d'autres systèmes qui vont être impactés et qui du coup peuvent demander une contrepartie, donc la dette, hein, qui peuvent essayer de ramener à des jeux psychologiques, etc., etc. Bon, donc lorsque tu dis oui tout le temps, c'est-à-dire quand le système est habitué à ce que tu dises oui tout le temps et qu'il n'y a pas de limite qui est posée, ça, il y a un équilibre, ok? Ça maintient le système. Évidemment, ce maintien de système, il a un prix. C'est toi. C'est ta tranquillité d'esprit, c'est ta santé mentale, voire malheureusement ta santé tout court, et ton propre déséquilibre hein, pour l'affaire globale. Et donc forcément que au moment où tu vas commencer à poser des limites, au moment où tu vas commencer à dire non, tout le système est déséquilibré puisque le système n'avait pas l'habitude de fonctionner avec cette modalité que tu dises non et que tu poses des limites. Donc forcément, tu as un changement de comportement. Ça va impliquer tout un changement dans le système. Hein. Je le dis de toute façon à toutes les personnes qui sont avec moi en coaching, en formation, à chaque fois je leur dis, vous allez changer et vous ne changez jamais tout seul. Tout le système change avec vous. Okay, c'est comme une pyramide humaine, d'accord? S'il y en a un en bas à droite qui change de position, hein, il prend une crampe à l'épaule et puis il change de position, évidemment que la personne qui est au-dessus bouge et donc la personne qui est au-dessus de la personne au-dessus bouge et les personnes qui sont à leur gauche bougent. Voyez? Et donc ça montre bien que tout le système va hop là, se repositionner. Et évidemment, dans ce système, si je reprends la métaphore de la pyramide humaine, il y a des personnes qui vont plus souffrir que d'autres et des personnes qui vont plus résister que d'autres. Dans ma métaphore, si la personne qui est en bas à droite, elle prend cette crampe à l'épaule, évidemment que la personne qui est à sa gauche et au-dessus d'elle, ils sont beaucoup plus impactés que la personne qui est tout en haut à gauche de la pyramide, qui sent une petite secousse, mais tout le monde s'est rééquilibré avant elle, donc du coup, ça n'a pas trop de conséquences. Oui, bon. Donc tout ça pour dire que forcément, le fait de dire non, le fait de poser une limite, c'est pas juste, encore une fois, une communication de toi à l'autre. C'est que si c'est si difficile, c'est parce qu'il y a des systèmes qui t'ont mis dans cette situation de ne pas pouvoir dire non, ou en tout cas, comme on l'a dit au début, pas sans contrepartie, pas sans représailles, entre guillemets. Il y a la représailles de la culpabilité, il y a la représailles de la peur, de la séparation, du conflit, etc., de la punition par silence, etc., etc. Les possibilités sont infinies. Et aujourd'hui, s'il est si difficile que tu dises non, c'est parce que justement, il y a des règles explicites et implicites dans ce système et qu'il y a une contrepartie à ce que tu fais. Donc, à la seconde où tu vas le faire,
tout le système va se repositionner et donc tu vas générer un déséquilibre, tu vas générer une perturbation. Fort heureusement, la perturbation n'est pas le chaos du système et donc au contraire, le fait de commencer à dire non dans ce système qui pour X ou Y raison ne l'accepte pas jusqu'ici, en tout cas pas le tien si tu écoutes cet épisode a priori, eh bien au contraire, le fait que tu commences à dire non, ça va être un acte de régulation dans le système, hein, parce que bon, il était peut-être temps qu'il y ait des limites de poser dans le système en question, vous voyez. Donc dire non, c'est réajuster la dynamique du système relationnel afin qu'il reste ou qu'il tende à un système qui soit beaucoup plus sain et qui soit beaucoup plus équilibré, qui soit beaucoup plus respectueux des limites de chacun et du non de chacun. Donc du coup, c'est une forme de régulation que tu vas introduire dans le système en question pour que ton espace personnel, ton système personnel, je pourrais dire ça comme ça, ce qui est un peu évidemment un oxymore, pardon, puisque bon, par définition, ça fait pas vraiment système, mais tu comprends ce que je veux dire, pour que ton espace à toi personnel ne soit pas envahi constamment. Et encore une fois, c'est essentiel pour que les relations que tu entretiens avec les personnes de ce système soient des relations saines, fonctionnelles, etc. C'est que, encore une fois, quand le système demande à des gens, ou à tous les gens du système, mais au minimum à certaines personnes du système, de ne pas pouvoir dire non, de ne pas pouvoir poser de limites, en tout cas pas sans représailles, c'est une fonctionnalité, comment dirais-je, de surface, puisque nécessairement, les personnes qui sont dans la situation qui est peut-être la tienne de ne pas pouvoir dire non, de ne pas pouvoir poser de limites, sont au mieux pas bien elles de leur côté, je dis au mieux aux yeux du système, hein. Au mieux ça met les personnes dans une souffrance bien entendu, au pire ça ne fait que retarder le clash dans le système, donc de toute façon c'est loyauté explicite ou implicite de faut pas dire non parce que dire non c'est égoïste, c'est pas gentil, je sais pas quel autre truc on pourrait inventer, de toute façon même si ça paraît fonctionnel sur le coup, parce qu'on se dit oui mais nous au moins dans la famille personne s'engueule, oui mais nous au moins dans la famille y a pas de conflit, je sais pas quoi, oui enfin bon de manière temporaire, ça ne fait que le déplacer, hein, j'ai déjà fait des épisodes là-dessus, le conflit il ne disparaît jamais par le silence, ça n'existe pas, il se déplace. Il va se déplacer sur un autre système, il va se déplacer sur une autre personne, ou de la personne à elle-même, si elle est toute seule, elle est psychologiquement, j'en reviens toute seule dans le système, le conflit va se déplacer par exemple dans son corps, par de la psychosomatisation, voilà, le conflit va pas disparaître. Préserver la paix, entre guillemets, au sens de on fait pas de conflit, on fait pas de vagues, on s'oppose pas, on dit pas trop son avis parce qu'on veut pas faire de conflit ou je sais pas quoi, ça ne préserve pas la paix. Ça peut acheter la paix sociale du système 2 minutes, hein, mais ça ne garantit pas, loin de là, la paix pour les mois qui viennent et de surcroît les années, les décennies qui viennent. Ça c'est clair. Donc ça c'était le premier point. C'était pour dire, encore une fois, pensons systémique. Nous ne sommes pas des individus isolés. Si le non il est si difficile à poser, c'est pas juste toi tout seul ou toute seule qui ne sait pas le dire ou je ne sais quoi. Et c'est parce qu'il y a des répercussions à ce non. D'accord ? C'est un peu facile, tu vois ce que je veux dire, des fois, de dire oui, mais il faut que tu t'affirmes et que tu dises non, machin. Oui, non, mais d'accord, mais enfin, si les gens ne le disent pas, ce non, c'est parce qu'il y a eu des représailles et qu'il n'y en a plus aujourd'hui, ou qu'il y a des représailles dans le système. Et les représailles, elles vont de la personne qui fait un peu la moue, qui est un peu contrariée, jusqu'à la possibilité, bien entendu, d'être complètement isolée, voire exclue. Donc évidemment que s'il n'y avait pas de conséquences, il n'y aurait pas de difficulté à dire non. S'il y a difficulté à dire non, c'est bien parce que à un moment donné, il y a des conséquences à ce non, des conséquences négatives, ou qu'il y a eu des conséquences négatives et qu'on est toujours dans cette idée que si je dis non, il va y avoir des conséquences négatives et que tout simplement on n'est pas entre guillemets à jour, si je pourrais dire ça comme ça, et donc on craint ce qu'on a déjà vécu. Ça peut être ça aussi, bien sûr. Donc ça, c'était le premier point. Pensons systémique, comme d'habitude. Deuxième point, la notion de l'assertivité, c'est vraiment cette idée de la capacité qu'on a à s'exprimer de manière directe et de manière honnête, tout en respectant les autres, hein, bien entendu. Et donc, dans ce cadre, dire non sans culpabiliser, c'est avant tout exprimer son ressenti sans crainte de déplaire. Et donc, c'est là que je fais rentrer la notion de position de sauveur, ou de sauveuse, de prédilection, de choses à en dire. La première, c'est que, rappelez-vous, j'ai déjà fait une tonne d'épisodes sur la question, position de sauveur, de prédilection, je rappelle de prédilection, je le rappelle quasiment à chaque fois, mais ça va toujours mieux en le disant, hein, que on joue toujours les trois rôles. Alors, vous n'êtes pas des sauveurs, vous avez
des stratégies comportementales de prédilection de position de sauveur. Déjà, petit 1, c'est pas une identité, c'est pas une personnalité. D'accord. Le deuxième truc, c'est que vous jouez les 3 rôles. Quand on est dans les jeux psychologiques, on bouge sur ces rôles. Mais souvent, c'est vrai, souvent qu'on a quand même une position entre guillemets un peu de prédilection, de manière un peu réflexe dans laquelle on saute plus rapidement. Et donc celles et ceux parmi vous qui se reconnaissent dans des positions de prédilection de sauveur ou de sauveuse, évidemment, votre bénéfice secondaire, principal et très important qui fait que vous jouez au sauveur, c'est la reconnaissance. C'est pour le besoin de reconnaissance. Il y a des nuances, mais j'ai déjà fait des épisodes là-dessus. On mettra la playlist qui réunit les épisodes sur ce sujet dans la barre de description si tu veux creuser. Le gros besoin, il y en a d'autres, mais le gros besoin, c'est le besoin de reconnaissance. Donc forcément, si d'une manière ou d'une autre, tu as appris dans ton système que dire non, ça a impliqué de déplaire, d'être rejeté, d'être abandonné, de déplaire, je l'ai déjà dit, de pas être reconnu, etc., etc. Ben, encore une fois, retour au point 1. C'est pour ça que le non est difficile. C'est pas parce que toi, tu as une personnalité X ou Y, c'est pas parce que toi, tu sais pas faire. C'est pas parce que toi, tu n'as pas lu assez de livres ou parce que toi, tu n'as pas écouté assez de podcasts. C'est parce que il y a tout un système autour de toi. Et donc, j'en profite pour faire une parenthèse. C'est que le patriarcat, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Bien entendu, le patriarcat est une super structure, hein, et donc fait partie des systèmes dans lesquels nous évoluons. Bon. Donc, pour les personnes qui m'écoutent, qui ont été sociabilisées femmes, la plupart du temps, ça s'accompagne tout de suite du mot-clé culpabilité. D'accord ? Alors ça veut pas dire que les hommes ne culpabilisent pas, bien entendu, hein, ils sont tout à fait capables de ressentir cette émotion. Là n'est pas du tout la question. Hein. Là, je suis en train de parler de sociabilisation, je suis pas en train de parler de la capacité ou non à ressentir une émotion. Bien entendu, n'importe quel humain, à quelques exceptions pathologiques, mais sinon ressent de la culpabilité. Bon. Sinon, dans la question de la sociabilisation, les individus de la sociabilisation de genre, les individus qui sont sociabilisés à culpabiliser matin, midi et soir, ce sont les femmes. Ce qui, encore une fois, ne veut pas dire que les hommes culpabilisent pas. Avant que vous veniez me le dire, messieurs, dans les commentaires, c'est pas ça que je suis en train de dire. La sociabilisation des femmes est, entre autres, une sociabilisation de la culpabilité. Clairement. Et donc, nécessairement, il y a toute une construction dans le fait de culpabiliser, puisque souvent ça va avec les stéréotypes de genre, hein, d'accord ? C'est-à-dire que une femme qui dit non, une femme qui pose ses limites, alors encore pire si elle est en colère, alors là c'est une hystérique, hein, bien entendu. Et même si elle n'est pas en colère, c'est une égoïste, elle pense qu'elle, c'est une mégère, c'est une mauvaise maman, c'est une mauvaise compagne, épouse, que sais-je, bref, vous remplacez à votre guise, vous voyez très bien, là où bien entendu un homme qui pose ses limites va bénéficier des privilèges positifs, des privilèges des associations positives qui sont faites à son genre, c'est-à-dire d'être quelqu'un de confiant, d'être quelqu'un d'affirmé, quelqu'un qui a de la poigne, quelqu'un qui s'impose, etc. Alors que bien entendu, les femmes sont sociabilisées à se faire petites, à prendre très peu de place, à être discrète, à être gentille, à être polie, à être sage, à être douce, bla 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 bla. Ok. Donc ça c'est vraiment un point très important, il ne faut pas le sous-estimer. C'est-à-dire que cette question de la culpabilité, vous l'avez apprise. Vous l'avez apprise dans votre système familial d'une manière ou d'une autre, parce que comme on l'a dit, vous avez appris que dire non, ça se paye par la culpabilité parce que vous n'êtes pas gentil, parce que vous êtes égoïste, parce que blablabla, et ça peut concerner n'importe quelle personne, bien entendu. Si, en plus, vous avez une sociabilisation genrée féminin, alors féminine, du coup, il faut faire l'accord, et bien là, vous avez, j'ai envie de dire, la tartine, la couche par-dessus, hein, puisque là, vous avez une super structure, et donc un grand système qui s'impose par la famille, bien entendu, par les médias, par l'éducation, par l'école, par le travail, bref, partout. Je reviens pas sur la question des superstructures aujourd'hui, c'est pas le sujet. J'en reviens, maintenant que cette parenthèse est fermée, donc à mes positions de sauveur et de sauveuse que je connais bien. Les deux constructions du monde de base de la position du sauveur, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est je suis mauvaise, je suis méchante, et la deuxième c'est je suis coupable. Je l'avais déjà dit, la culpabilité, comme je l'ai dit au tout début, c'est un point essentiel pour comprendre les positions de sauveur et de sauveuse. C'est même, c'est intrinsèque, c'est un pilier de la position de sauveur ou de sauveuse, d'accord ? Qui a cette sensation, mais les sauveurs, sauveuses parmi vous, vous allez vous reconnaître, de devoir racheter une faute. Racheter une faute dit bien, je me sens coupable. Construction du monde de base. Je suis mauvais, je suis mauvaise, et je suis coupable. Okay ? Ou je suis méchant, méchante, et je suis coupable. D'accord ? J'ai la sensation de devoir racheter une faute. Laquelle ? Aucune idée. Mais
Je l'ai intégré tôt dans mon cerveau d'enfant. Je dois racheter une faute. Parce que je suis méchante, mauvaise, parce que je suis coupable. Ou méchant, mauvais et coupable. Okay. Donc du coup, forcément, il y a toute une organisation psycho-affective qui fait que après, à l'âge adulte, par exemple, puisque j'imagine que la majorité d'entre vous qui m'écoutent, vous êtes déjà adultes, un des grands pièges, c'est de penser qu'en disant non, je vais être mauvais méchant, mauvaise méchante, et je vais être coupable. Et donc évidemment, ça va avec ce qui se passe dans les positions de sauveur et de sauveuse, c'est-à-dire de la surresponsabilisation. C'est-à-dire, si je dis non, si je pose cette limite, alors je vais blesser l'autre. Par ma méchanceté, entre guillemets, ou par mon égoïsme, ou par je sais pas quel autre truc on vous a raconté quand vous étiez plus jeune, d'accord? Alors qu'en réalité, le nom que vous posez, la limite que vous posez, elle crée un espace de respect mutuel. Parce que, je le dis souvent, ces histoires de jeux psychologiques, sauveur, victime, persécuteur, blablabla, vous pouvez les jouer. En vrai, si vous les jouez, si nous les jouons autant, c'est parce que d'une certaine manière, c'est payant. Okay, d'une certaine manière, ça permet aux sauveurs d'obtenir de la reconnaissance, aux victimes qu'on fasse à leur place, aux persécuteurs d'obtenir du respect, etc., etc. Il y a d'autres choses, mais comprenez l'idée. Sauf que le prix le plus important de ces jeux psychologiques, c'est la liberté. On n'est pas libre quand on est dans un jeu psychologique. On n'est pas libre quand on est dans une position de sauveur. Les positions de sauveur et de sauvage, j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, ils passent leur vie à subir. Ils sont dans des positions de sauveur et de sauveuse, et après ils viennent me voir en séance, en coaching, en me disant « il y en a ras-le-bol, je suis épuisée, je change de boulot tout le temps ou de relation tout le temps, parce que forcément tout est très endetté, j'ai pas le choix. » Eh oui, mais j'ai pas le choix d'être en sauveur ou en sauveuse, parce que si je ne le fais pas, personne ne le fait. Donc ils sont pas libres. Et ça marche bien entendu pour les positions victimaires et pour les positions de persécuteurs, bien entendu, d'accord? Donc il faut bien garder ça en tête, c'est que rejeter une demande, refuser une demande de quelqu'un, ce n'est pas rejeter la personne. Vous dites non à la demande ou à la proposition ou je ne sais quoi, vous n'êtes pas en train de dire non à la personne. Et je me permets de rappeler, parce que je le dis souvent en accompagnement ou en formation, que quand on vous fait une demande qui n'est pas refusable, c'est un ordre. Donc, à la limite, j'ai envie de dire que la personne ait l'honnêteté, la clarté de le formuler comme un ordre. Parce que vous faire une demande, si vous n'avez pas le droit de la refuser, ou si quand vous la refusez, en fait, il s'ensuit des heures et des jours de conséquences parce qu'on vous fait culpabiliser, parce qu'on vous rejette, parce qu'on devient agressif avec vous, parce qu'on vous méprise, parce qu'on se moque de vous, parce qu'on vous abandonne, parce que sais-je, bah, donc ce n'était pas une demande. En tout cas, ce n'était pas une demande au sens de l'adulte transactionnel. Une demande, elle est refusable. Si elle n'est pas refusable, c'est un ordre. Alors, ça peut au moins avoir la clarté d'être formulé comme un ordre, ça aura au moins le mérite de l'honnêteté. Donc, on peut revenir pour avoir une astuce, entre guillemets, un petit peu pratico-pratique, pour poser une limite, dire non sans culpabiliser, puisque c'est notre sujet, pour avoir quelque chose un peu concret, de revenir à ce fameux le tu qui tue, de la communication non violente, c'est-à-dire de plutôt utiliser le je. Okay. Essayez d'éviter le tu, qu'est-ce que je pourrais inventer? Je vais reprendre l'exemple de t'as pas envie d'aller au repas dans la belle famille dimanche. Okay. C'est-à-dire tu m'invites, tu m'obliges toujours à y aller, tu me fais culpabiliser, je sais pas quoi, ok? Plutôt de dire je, d'accord? Je ne peux pas accepter cette invitation parce que j'ai besoin de temps pour moi. Okay. Je ne viendrai pas au repas dans la belle famille dimanche car j'ai besoin de me reposer. Okay. Donc là c'est pas mal parce que ça pose une limite, c'est très clair, ça t'a pas demandé 15 phrases, ça t'a pas demandé une surjustification, ça t'a même pas demandé de justification tout court d'ailleurs, ça dit en passant. Okay. On a agressé personne, tu t'as pas dit tu m'emmerdes, tu m'invites toujours quand il faut pas, tu me laisses jamais me reposer, tu m'en demandes trop, non, y a pas de tu. Okay. C'est je ne viendrai pas au repas en famille dimanche car j'ai besoin de temps, pas de justification, pas de surjustification, même pas de justification tout court, c'est simple, c'est efficace, ça demande pas 15 minutes pour le dire, ok? Ça va pas être facile par contre, c'est certain, quand on est au début du cheminement sur la question des limites, et en plus, on a agressé personne et on a donné le besoin. Ça, c'est très important. Vraiment, ça aide beaucoup dans la communication. C'est le fait de pouvoir dire « je ne viendrai pas parce que j'ai besoin de temps, parce que j'ai besoin de repos, parce que j'ai besoin de calme, parce que j'ai besoin d'isolement, parce que j'ai besoin de, passer du temps avec mes copines ou je ne sais quoi. Okay. Pardon, j'ai fait tomber mon stylo, ça a dû faire du boucan. Mais du coup, voilà, ça permet de donner accès aux données. Okay, on ne prive pas l'autre d'accès aux données parce que l'autre, il peut aussi ne pas comprendre pourquoi vous dites non. Si vous dites tout le temps oui, et que d'un coup vous dites non, je viendrai pas,
probablement ce qui va se passer, c'est que l'autre va dire, là pourquoi? Et donc vous allez commencer à vous empêtrer dans la justification, dire oui, mais bon, mais tu comprends, mais machin. Et possiblement ça va finir en dispute en fait. Ça va finir par, ouais, écoute, ton père il me fait chier, je ne sais pas quoi, j'ai pas envie de voir la tante ou machin. Non. C'est pas la peine de rentrer là-dedans. Vous posez une limite. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin d'être tranquille. Ou que sais-je. Ok, vous exprimez du coup clairement le non sans la culpabilité. Vous respectez votre besoin de temps, de repos, etc. dans l'exemple que je viens de donner. Et vous respectez le besoin de l'autre de comprendre pourquoi est-ce que cette fois vous dites non alors qu'habituellement vous dites oui. Ok. Dernier truc dont je voulais parler dans cet épisode, je vais peut-être m'activer de le conclure parce que ça commence à être un petit peu long, c'est, comment dirais-je, la distorsion de cette histoire de culpabilité et que probablement vous l'avez appris dans votre système familial, très probablement, peut-être ailleurs, mais la plupart du temps, c'est là-bas que ça se trame. Ok. C'est-à-dire qu'il y a presque une erreur de raisonnement, je provoque en disant ça, parce que c'est pas une erreur de raisonnement, c'est qu'à un moment donné, si vous avez appris la culpabilité par cœur, entre guillemets, si je veux dire ça comme ça, en tout cas, si vous avez associé dans votre tête de manière aussi forte que le non et les limites, ça impliquait la culpabilité, encore une fois, ça sort pas de nulle part. Donc à un moment donné, c'est encore une fois, on arrête d'être individualisant tout le temps, c'est pas vous qui avez mal compris. À un moment donné, si on vous a répété ça pendant 15 ans, c'est pas vous qui avez mal compris. C'est que, en fait, j'ai très très bien compris. J'ai très très bien compris qu'en fait, à chaque fois que je disais non et que je posais une limite, il y avait une conséquence. Donc en fait, j'ai très bien compris. Bon, je rappelais ça. Mais, cette histoire de culpabilité, elle a pour sous-titre, je pourrais dire ça comme ça, un peu ce que j'ai évoqué plutôt avec les positions de sauveur et de sauveuse, que vous êtes responsable des émotions des autres. En fait, vous êtes responsable du fait que vous m'avez dit non et que ça me contrarie. Voilà, donc en fait, je vous rends responsable en vous faisant culpabiliser, des mécanismes de culpabilisation paternelle, maternelle, fraternelle. On les verra en formation pour celles et ceux qui viennent en formation ou en coaching. Je vous fais culpabiliser, donc en fait, je vous renvoie la responsabilité, même une sur-responsabilité, puisque je ne prends pas la responsabilité de mes émotions. J'ai le droit de vous dire que je suis contrariée par votre nom, mais que je le respecte. J'ai le droit d'être contrarié. Je le respecte. Par contre, là, avec la culpabilisation, je vous renvoie la balle et je vous rends responsable de mon ressenti à moi. Donc en fait, dans la culpabilité, il y a ça comme sous-titre. Vous portez la charge émotionnelle de l'autre. Or, bien entendu, c'est pas votre problème. Bien entendu. Donc du coup, il y a vraiment cette notion de la responsabilité au sens littéral, d'accord? Je parle pas de responsabilité au sens comment dirais-je? Ou des fois, vous voyez, il y a un petit peu cette dérive là de mais c'est pas mon problème, je suis pas responsable. C'est-à-dire que si tu as vous voyez, mais moi je suis pas responsable que l'autre il soit blessé parce que j'ai été honnête. Oui, enfin bon c'est-à-dire que si ton honnêteté, elle passe par être désagréable, si tu as une responsabilité. Enfin, vous voyez, c'est pas je vais pas faire le discours genre vous êtes responsable de rien. En l'occurrence, la culpabilité, je veux dire, qu'on soit bien clair sur ce que je suis en train de raconter. La culpabilité est une émotion, et comme toute émotion, elle a sa fonction. Et la première fonction de la culpabilité en tant qu'émotion, pas en tant que mécanisme de censure, en tant qu'émotion, c'est de vous dire ce que vous venez de dire ou de faire, ou de ne pas dire, de ne pas faire, est contraire à votre système de valeurs. C'est à ça que sert la culpabilité. Ça sert pas à rien, la culpabilité c'est très utile. D'accord. Donc effectivement, vous parlez mal à quelqu'un, vous culpabilisez, oui, vous en êtes responsable, vous avez mal parlé à quelqu'un, et du coup cette culpabilité elle vient vous dire pas tout à fait raccord avec le système de valeurs. Bon. En revanche, quand vous avez posé une limite, quand vous avez dit non, de manière adulte, au sens transactionnel de la chose, vous avez dit non, je n'ai pas envie, ou je ne peux pas, parce que j'ai besoin de X ou Y, ou parce que je suis prise ailleurs, ou parce que sais-je. Et que l'autre vous fait culpabiliser en disant ouais, quand même, avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu pourrais quand même venir. Oui, mais enfin quand même, tu t'étais engagé, donc maintenant tu es obligé. Oui, mais quand même, tu es pas cool. On est solidaire, on est un couple, on est une équipe, on est une famille, on est une équipe. Là, c'est très différent, puisque là, c'est culpabilisation, cherche à torpiller vos limites. Et donc là, le fait que vous culpabilisiez, pour le coup, c'est porter la responsabilité émotionnelle de l'autre qui, pour X ou Y raison, n'est pas capable de supporter votre non. Sauf que ça, en effet, c'est pas votre problème. Ça le devient, évidemment, puisque la culpabilité, c'est vous qui la portez, bien entendu. Mais ça va rejoindre ce qu'on s'est dit un peu plus tôt sur cette notion de système, d'accord? C'est-à-dire de bien avoir en tête que c'est pas vous qui êtes 100% fautif ou fautive, je suis nul, je sais pas dire non, je peux pas poser mes limites ou je ne sais quoi. Ce n'est pas non plus la personne en face qui est 100%
responsable et uniquement responsable de pas accepter votre non. C'est un système. C'est que, au même titre que le système ne vous a pas donné vous individuellement ou à plusieurs personnes de votre système, d'accord, ne vous a pas donné la possibilité d'apprendre à dire non et à poser des limites sans qu'il y ait des représailles, sans qu'il y ait des conséquences, il semblerait que ce système n'a pas non plus donné les clés, les outils à la personne en face de vous pour gérer ses émotions face à une limite. Et donc du coup, elle n'arrive pas à gérer ce non, parce que peut-être que elle, cette personne, dans sa tête, le fait que vous lui disiez non, c'est du rejet. Vous voyez. Et donc elle se dit, mais en fait, ce que je disais plus tôt, mais en fait elle rejette pas la demande, elle me rejette moi. Vous voyez. Sauf que ça, bien entendu, effectivement, c'est sa construction du monde, et donc vous pouvez pas vous empêcher de dire non ou de poser une limite parce que la personne a cette construction du monde-là. Par contre, on peut communiquer, et pourquoi pas, si vous avez ce type de personne en face, leur préciser, je refuse ta demande parce que j'ai besoin de temps de me reposer, je ne sais quoi, mais ce n'est pas toi que je refuse et ce n'est pas toi que je rejette. J'aurai plaisir à te retrouver ce soir quand tu rentreras à la maison ou le week-end prochain quand on se verra au barbecue chez Tati, je dis n'importe quoi. Mais là, par contre, pour ce week-end, je ne viendrai pas en repas de famille. Alors, je prends mes notes, vérifier que j'ai rien oublié. Je crois que j'ai rien oublié, hein, c'est déjà pas mal. On s'est dit pas mal de choses, voilà. En tout cas, ça vous donne quelques idées, quelques astuces, puis vous pouvez compléter avec d'autres épisodes. Encore une fois, on mettra la playlist notamment des positions de sauveur, puis d'autres épisodes dans la description si vous voulez creuser. Et puis surtout, le mot-clé pour le résumer, si je peux dire ça comme ça, c'est que ce nom, cette limite, il y a des raisons pour lesquelles c'est difficile de la poser dans ce système, d'accord? C'est pas que vous. C'est tout un système qui rend compliqué le posage, entre guillemets, de ce nom et de cette limite. Pour autant, vous allez le faire à un moment donné parce que c'est important pour vous, bien entendu, de respecter vos besoins et vos limites. Et ça va impliquer une réorganisation du système, c'est certain. Et il y a des gens qui vont résister à ce nouveau comportement, c'est certain. Il y en a qui vont plus résister que d'autres, c'est certain. C'est pour ça que c'est important là, d'être bien outillé pour gérer ce genre de situation. Et si tu as besoin, on peut se voir en coaching pour apprendre ça. Et si tu démarres tout juste ce cheminement, notamment pour les positions de sauveur, il y a une plus petite offre, je te la mets dans la description, à 30 et quelques euros pour petit format, petit budget pour s'initier, commencer. Mais on voit déjà pas mal de choses quand même dans cette initiation, et notamment bien tout comprendre sa position de sauveur, qu'est-ce que c'est, ça sort d'où, comment ça s'est mis en place, etc. Et donc c'est là-dessus que je voulais conclure. C'est déjà comprendre pourquoi, de manière systémique, dans ton système familial, dans ton système couple ou je ne sais quoi, pourquoi est-ce que ce nom il est difficile, pourquoi est-ce que cette limite elle est difficile, qu'est-ce que ça joue de manière systémique, de manière circulaire et pas juste d'individu à individu, c'est-à-dire pas juste de toi à la personne à qui tu veux dire non, poser une limite et que c'est compliqué, etc. Il y a d'autres personnes, bien sûr, puis d'autres facteurs. Des loyautés implicites, des loyautés explicites, des dettes. Il se trame autre chose. C'est pas juste un individu à un individu. Individu à individu, ça va être la notion, par contre, de la communication pour savoir communiquer ton besoin, ta limite, etc. Bueno, écoute, j'espère que cet épisode il t'a plu. On te met les liens dans la description pour écouter d'autres épisodes, pour creuser, etc. Et pour qu'on se retrouve dans la petite offre pour les positions de sauveur si vous voulez commencer par ça, ou en coaching pour aller vraiment plus loin. Et pour les pros de l'accompagnement, je commence à en toucher deux mots, puisque le 24 juin, j'annonce une surprise. Je commence à en toucher deux mots que la promo 10 de la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante, elle attaque le 23 octobre, si je dis pas de bêtises. La promo 10, donc, en nombre limité, comme d'habitude, 12 élèves, et il y a une liste d'attente pour cette formation, et donc, donc à cette liste d'attente, j'enverrai une surprise le 24 juin, c'est gratuit, c'est sans engagement, ça coûte rien, je permets juste de recevoir la surprise. Si elle t'intéresse, tu t'en saisis, t'en fais quelque chose. Si elle t'intéresse pas, écoute, au moins tu auras eu toutes les informations en avant-première. Voilà, donc pour les pros de l'accompagnement, parmi vous, les coachs, les thérapeutes, sophrologues, naturopathes, etc., qui veulent travailler leur posture, qui veulent faire passer leur accompagnement à un autre niveau et travailler pour avoir une posture d'accompagnement qui soit vraiment solide, qui soit vraiment ancrée, gagnée en confiance, en sérénité, en légitimité. On te met tous les liens dans la description, comme ça, je te prends pas encore 40 minutes d'audition, parce que je pense que ça doit faire 40 minutes que je parle, presque, 30 minutes et des boîtes. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et je te dis à la semaine prochaine dans le prochain épisode. Ciao, ciao.